19h45, la barrière Info Soir. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mercredi 5 avril 2023. Remise de kits hier aux pèlerins de la première vague des pèlerins de l'agence Al-Dihafa. Des pèlerins de cette agence qui vont s'envoler. C'est mercredi 5 avril pour l'Arabie Saoudite. On reçu des kits complets de pèlerinage. Le compte-rendu de cette cérémonie de remise, c'est avec Ismaël Moumouni et Chebou Guissou. Permettre aux candidats en Terre Sainte d'effectuer un bon pèlerinage, objet de la création de l'agence Al-Dihafa Niger. Avant le départ de leur première vague de pèlerins, l'agence a tenu à leur offrir un kit composé de sacs, guides du pèlerin et autres pour un bon pèlerinage. Le Hajj de 1, c'est le 5e pilier de l'islam. Donc, ce travail que nous venons d'accomplir, c'est un travail de Dieu parce que c'est de servir l'étranger d'Allah. C'est Allah qui appelle le pèlerin du Youfr Rahman. Donc, nous sommes fiers de faire ce travail et nous lançons un appel aussi à l'endroit de chaque agence de mettre devant eux que c'est un travail qui n'est pas commercial seulement. C'est un travail de Dieu. Donc, tout celui qui s'est sacrifié dedans, tu auras la récompense d'Allah. Ces pèlerins aussi que nous venons d'inviter à venir prendre leur kit, nous les souhaitons vraiment un bon voyage. Et surtout, qu'Allah les facilite Umrah Mabrouk. On aura aussi un deuxième vol qui va aussi quitter le samedi soir, Inch'Allah. Donc, nous avons 2 vols par la grâce d'Allah. Donc nous remercions infiniment, nos sincères remerciements à l'endroit de tous les pèlerins qui nous ont fait confiance. Disposant d'une équipe remplie à la tâche, la satisfaction de leurs clients est le leitmotiv de cette agence spécialisée de l'Hajj et la Umrah. Le retour était prévu le 24, Inch'Allah, le 24 de ce mois, juste 2 jours après la fête. Et ça, ce n'est pas une première fois. Nous ne pouvons pas amener les pèlerins et les laisser après la fête comme certains le font. Et ceux qui le font aussi, vraiment, nous leur demandons de se ressaisir parce qu'un pèlerin, c'est un étranger d'Allah. Donc il faut vraiment tout faire pour les mettre dans de meilleures conditions, en aller comme retour. Cette agence de pèlerinage, située au quartier Intala, Kinabou, est dirigée par Anas Moukela. Ce dernier, après avoir salué les autorités pour la réduction du prix Umrah Ramadan, a souhaité bon voyage aux pèlerins, mais également Ramadan Moubarak à tous les fidèles musulmans. À l'occasion des 2 années du président de la République à la tête de la magistrature suprême du Niger, la rédaction de la télévision Labari continue de tendre son micro pour appréciation. C'est au tour aujourd'hui à Moussa Sidikou de l'ONG EPAD Niger d'apprécier la politique éducative du président de la République, Bazoum Mohamed. C'est dans ce reportage signé Ibrahim Boubacar et Halidou Bourema. Après des années passées aux affaires de l'État, les actions du président Bazoum continuent d'être appréciées et dépréciées secteur après secteur. Faisant lui une analyse rétrospective de la politique éducative de Bazoum, notamment concernant la petite enfance, Sidikou Moussa regrette la persistance des classes en paillotte et déclare qu'il reste encore beaucoup à faire. Du point de vue, en tout cas, éducation de la petite enfance, il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est vrai, à l'entame de son premier mandat, ou en tout cas lors de sa prestation de serment, le président de la République a mis l'éducation au 2e rang de ses priorités après la sécurité. Je pense que vous parlez de la petite enfance, il a été clairement dit ici, au regard des incendies à répétition, que l'État doit arrêter la construction, et même les partenaires, des classes en paillotte. À ce niveau également, nous avons vu, même en 2022, les incendies qui ont malheureusement ravagé beaucoup de classes paillotes, mais également qui ont fait aussi leur lot de victimes d'enfants innocents qui sont partis à la recherche du savoir, malheureusement qui ne sont plus jamais revenus à leurs parents. Le coordonnateur de l'ONG EPAD Niger regrette aussi la contractualisation à outrance et les conditions de vie des enseignants qu'il estime doivent être améliorées pour un enseignement de qualité. Malheureusement, on constate que la contractualisation continue,
toute chose qui a été quand même décriée. On constate également qu'au niveau, en tout cas, des recrutements, il y a aujourd'hui, en tout cas, un ralentissement des ambitions qui étaient initialement affichées. Et je crois comprendre qu'on a, en tout cas sur le terrain, plus de 110 000 enseignants contractuels. En plus, je pense, de titulariser ces enseignants-là, il faut également revoir les conditions de vie de ces enseignants-là. Moi, je pense que le Niger a atteint un stade où aujourd'hui, si on veut améliorer la qualité de l'éducation, il faut donner un statut particulier aux enseignants. Vraiment revaloriser la fonction enseignante. Revaloriser la fonction enseignante passe nécessairement par leurs conditions de vie et d'existence. Je pense qu'aujourd'hui, quand on voit comment est-ce que les enseignants contractuels peinent devant les bureaux de la poste à percevoir leur pécule, c'est vraiment pathétique. C'est un salaire, c'est un droit. On n'a pas besoin, en tout cas, de se lever à 5 h du matin pour aller se mettre dans un rang, comme si on va en consultation chez un médecin spécialiste. S'agissant de la politique pour le maintien de la jeune fille à l'école, Sidikou Moussa dit que Bazoum a perdu de vue les villes et les localités qu'il fallait prioriser. Dans le cadre de la rétention, ou en tout cas la protection des filles dans le système éducatif, un des engagements forts également, c'est la construction des internats. Bon, on constate quand même qu'il y a eu un début de démarrage, mais l'élan tel que nous l'avons souhaité n'est pas celui-là. Je pense qu'on aurait souhaité quand même des régions comme Tillabéri, comme Difa, qui sont affectées en tout cas par l'insécurité, que ces internats-là commencent là-bas. Mais on a pu constater quand même qu'il y a eu des internats dans la région de Zender, dans la région de Tawa. L'attente, c'est que là où il y a beaucoup plus des enfants qui sont touchés par l'insécurité, et cette insécurité qui a affecté leur cursus scolaire, on aurait souhaité quand même que la priorité soit donnée à ces régions-là pour pouvoir en tout cas protéger ces filles-là. S'alliant malgré tout l'engagement politique et budgétaire du président dans ce sens, le coordonnateur invite à intensifier l'accent sur la bonne gouvernance, seul gage selon lui pour atteindre les objectifs fixés. Cette période de forte chaleur rime avec des coupures intempestives d'énergie électrique dans les grands centres urbains du pays, notamment à Niamey, la capitale. Qu'est-ce qui peut expliquer cette situation et quelles sont les conséquences sur la population? Élément de réponse à travers ce reportage signé Ariata Salah. Depuis quelques jours, Niamey, la capitale, a renoué avec les coupures d'électricité. Du coup, l'impact de ces coupures se ressent dans tous les secteurs d'activité. Les secteurs les plus touchés est le commerce et autres alimentations, où ces coupures causent des dommages aux appareils électriques. Les gérants des alimentations expriment leur ras-le-bol. Avec les coupures répétitives, nos produits se gâtent. Nous roulons en perte et la Nigélec nous amène des factures avec des montants élevés. L'un de mon congélateurs est présentement en panne. Je l'ai réparé à 3 reprises. Les frais d'awa et solani dingue kulsuba dungue ndi coupure temo ikul sara. Les produits laitiers que nous vendons se gâtent facilement dès qu'il y a coupure d'électricité. Ces coupures nous causent des désagréments. Même les réfrigérateurs tombent en panne très souvent. En cette période de forte chaleur, la situation électrique est très surchargée sur les réseaux électriques, ce qui conduit certainement à des coupures ponctuelles. Ces gérants de boutiques doivent prendre donc leur mal en patience, car le Niger est un pays dépendant en électricité. Notre rendez-vous hebdomadaire, la chronique juridique, elle porte cette semaine sur la juridiction des mineurs, un thème développé par le magistrat Nani Soli Aboubakar. Très bonne réception à vous. Les juridictions des mineurs ont été créées au Niger pendant la transition militaire de 1999, par l'ordonnance numéro 99
11 du 14 mai 1999. Donc cette ordonnance-là de 1989, c'est elle qui a créé pour la première fois les juridictions pour mineurs au Niger. Donc après un certain nombre d'années de mise en œuvre, donc un certain nombre de lacunes et de difficultés ont été relevées dans son application. Et c'est ainsi qu'en 2014, donc plus précisément le 20 novembre 2014, une nouvelle loi a été adoptée, donc la loi 2014-72, et qui a abrogé donc l'ordonnance de 1999. Donc aujourd'hui, le texte de référence qui régit donc les juridictions pour mineurs au Niger, c'est la loi 2014-72 du 20 novembre 2014. Voilà donc pour ce qui est de la présentation. La juridiction des mineurs, le juge des mineurs, il a une double casquette. Il a des attributions en matière pénale et des attributions en matière de protection. En matière pénale, le juge des mineurs, s'agissant des faits qualifiés de délits, donc lorsqu'un mineur est en conflit avec la loi qui est poursuivi pour des faits qualifiés de délits, c'est le juge des mineurs qui est saisi et c'est lui qui instruit, qui fait les actes d'instruction. Il fait office de juge d'instruction, il instruit le dossier. Et c'est le même juge, donc après l'instruction, s'il estime que le fait reproché au mineur, il y a des charges contre lui, donc il prend une ordonnance, il les renvoie devant le tribunal des mineurs qu'il va présider pour les juger. Maintenant, en matière criminelle, donc lorsque les faits reprochés aux mineurs sont qualifiés de crimes, donc là, c'est le tribunal des mineurs collégialement composé qui est présidé par le président du tribunal et d'un juge du mineur et d'un autre juge. Donc c'est un collège de 3 magistrats, y compris le juge du mineur qui a instruit le dossier, donc qui juge le dossier. Donc voilà, en matière pénale, les attributions du juge des mineurs. Il est juge d'instruction à ce qui concerne les dossiers impliquant des mineurs et il est aussi juge de jugement pour les affaires correctionnelles. C'est lui-même qui représente la juridiction des mineurs. On a pour les affaires criminelles, il complète le tribunal des mineurs qui est présidé par le président du tribunal. Maintenant, l'autre volet de ces attributions, c'est en matière de protection. Donc là, c'est une innovation. Donc lorsque vous prenez la loi de 2014, notamment à son article 37, dispose que le juge des mineurs, il est compétent pour prendre des mesures de protection lorsqu'on est en présence du cas d'un mineur en danger. Alors, qu'est-ce qu'on entend par mineur en danger? La loi a défini, donc 2014-72, a défini ce qu'il faut entendre par mineur en danger. Un mineur en danger au sens de la loi, c'est un enfant dont la santé, la sécurité, la moralité ou les conditions de son éducation sont gravement compromises. Donc lorsqu'on est en présence d'un enfant qui se trouve dans cette situation, eh bien le juge des mineurs, il est compétent pour prendre une mesure de protection. Donc il peut prendre par exemple un enfant c'est pas qui s'adonne dès le bas âge à la consommation des stupéfiants ou bien qui passe la nuit dans la rue, il est en danger parce qu'il peut être exposé à toutes sortes d'accidents de circulation et consorts ou des problèmes de santé. Donc là, le juge des mineurs peut prendre une décision. Si par exemple les parents sont divorcés, il peut décider, après enquête sociale, décider par exemple si l'enfant est avec la mère, les retirer donc de la mère pour le confier au père ou bien le placer carrément dans un centre d'accueil ou bien le confier à une personne digne de confiance. Donc ça fait partie des mesures de protection que le juge des mineurs peut être amené à prendre. Maintenant, qui sont les personnes qui sont habilitées à saisir les juges des mineurs en matière de protection? Donc la réponse se trouve dans l'article 36 donc, de la loi 2014-72 qui dispose, je cite, donc il y a parmi les personnes qui sont habilitées à saisir les juges des mineurs et pour un dossier de protection, pour une mesure de protection, il y a le procureur de la République et les parents, donc le père ou la mère, le tuteur et le subordonné tuteur, l'enfant lui-même peut venir devant le juge des mineurs pour demander à ce qu'on prenne une mesure de protection à sa faveur. Moi, j'étais à Berny il y a quelques années de cela, c'était une fille qui était au collège, donc que les parents voulaient donner à mariage, c'est elle-même qui était venue me trouver dans mon bureau pour me demander à ce qu'une mesure soit prise parce qu'elle ne voulait pas de ce mariage-là. Donc l'enfant lui-même peut venir saisir les juges des mineurs. Donc il y a la juridiction qui est chargée des affaires coutumières, donc la juridiction qui statue en matière matrimoniale, et il y a la brigade des mineurs aussi. Donc toutes ces personnes-là
sont habilités à saisir le juge des mineurs par rapport à une mesure de protection. Et c'est vrai, il y a une confusion dans la pratique que les justiciables font. Pour le commun des mortels, et lorsque, par exemple, dès qu'on dit que c'est une question de garde d'enfants, et pour le commun des mortels, automatiquement, les gens pensent que c'est le juge des mineurs qui est compétent pour statuer sur la garde des enfants lorsqu'il y a une rupture des liens conjugaux qui intervient au sein d'un couple. C'est vraiment une erreur d'appréciation et une méconnaissance de la procédure qui amène les gens à se comporter de la sorte. La question de la garde d'enfants, elle relève de la compétence d'une autre juridiction. Et pour le cas de Niamey, par exemple, ce sont ce qu'on appelle les tribunaux d'arrondissement communaux. Donc, en dehors de Niamey, par exemple, au niveau des autres tribunaux de grande instance et des tribunaux d'instance, il y a les présidents des tribunaux d'instance. Et au niveau des TGI, donc dans les régions, il y a les vice-présidents, c'est-à-dire le juge chargé des affaires coutumières et civiles. Donc, ce sont eux qui sont compétents et pour statuer sur la question de la garde d'enfants. Donc, normalement, lorsqu'il y a une rupture du lien conjugal, même si c'est à la suite d'une répudiation, parce que quand c'est à la suite d'un divorce, puisque le divorce, en principe, il intervient toujours devant les juridictions. Donc là, le problème ne se pose pas. Là où le problème se pose, c'est à la suite de la répudiation. Un couple, par exemple, une dame qui est répudiée par son mari, donc avec lequel elle a eu des enfants, donc après la répudiation, généralement, quand il n'y a pas de problème de garde d'enfants, et chacun reste dans son coin. Maintenant, c'est quand le problème va se poser et qu'ils viennent au niveau de notre juridiction pour solliciter notre service. Alors, lorsque vous regardez la loi sur l'organisation judiciaire, la loi numéro 2018-37 du 1er juin 2018, notamment à son article 37, elle a bien défini la procédure à suivre en matière de garde d'enfants. C'est-à-dire, lorsqu'il y a, que ce soit le divorce, bon, on prend le cas de la répudiation parce que c'est ça qui pose problème. S'il y a une répudiation, une femme qui est répudiée par son mari, s'il y a des enfants qui sont issus du couple, normalement, c'est à l'époux le plus diligent. Ça peut être la mère ou le père de saisir le juge compétent, c'est-à-dire le juge chargé des affaires civiles et coutumières. Pour les cas de Niamey, par exemple, le président du tribunal d'arrondissement communal. Donc, l'époux le plus diligent, il saisit le juge compétent pour qu'il constate, si c'est une répudiation, pour qu'il constate qu'effectivement il a été répudié sur la présentation du papier de répudiation, qu'elle constate. Maintenant, le même juge, s'il y a des enfants qui sont issus du couple, donc normalement, quand il y a un consensus entre le père et la mère par rapport à la garde des enfants, il peut arriver que le couple, que les deux ex-époux s'entendent pour avoir une garde partagée. Par exemple, si c'est deux enfants, le peut prendre un enfant, la mère peut prendre l'autre. Donc là, s'il y a un consensus par rapport à ça, donc le juge, il homologue donc l'accord qui est intervenu entre les parties. Maintenant, s'il n'y a pas d'accord, en ce temps-là, il va ouvrir un dossier pour statuer sur la garde des enfants. Si par exemple, il décide d'accorder la garde des enfants à la femme, là, il met à la charge de l'époux ce qu'on appelle le paiement de la pension alimentaire qu'il va fixer selon une certaine périodicité. Ça peut être, le versement peut être mensuel, hebdomadaire ou trimestriel selon les cas. Donc, le mari aussi qui n'a pas la garde des enfants, il conserve ce qu'on appelle les droits de visite et d'hébergement. C'est-à-dire, il a les droits, bien que les enfants ne sont pas sous sa garde, le juge va fixer en tout cas une certaine périodicité pendant laquelle il va recevoir la visite de ces enfants-là et de les héberger, selon une certaine périodicité. Maintenant, si c'est le mari aussi qui a la garde des enfants, donc là, il n'y a pas de paiement de pension alimentaire, puisque là, ils sont sous la garde du mari, donc c'est lui qui les prend en charge. Mais la mère aussi, elle conserve un droit de visite et d'hébergement par rapport à ses enfants. Donc voilà un peu la procédure. Donc pour récapituler, vraiment la question de la garde des enfants, le juge des mineurs, son domaine il intervient lorsque seulement l'enfant est en danger. Parce qu'il peut y avoir la précision qu'il faut apporter. Même lorsque, même après, à la suite d'une rupture du lien conjugal, le juge des mineurs peut être compétent à prendre une mesure de protection. Et lorsque les mineurs qui sont
qui sont concernés lorsqu'ils sont en danger. C'est-à-dire le critère déterminant, les critères de compétence du juge des mineurs en matière de protection, c'est la notion de danger. Il faut que l'enfant soit en danger, il faut que sa santé, sa sécurité, sa moralité ou les conditions de son éducation soient gravement compromises. Là, en ce temps-là, même si c'est à la suite d'une rupture du lien conjugal, le juge des mineurs peut intervenir pour prendre une mesure de protection s'il est établi que l'enfant est en danger. Mais s'il n'y a pas de danger, c'est juste à la suite d'une rupture du lien conjugal par répudiation, par divorce, là, ce sont les juges chargés des affaires civiles et coutumières, et pour le cas d'Iniamey, donc le président des tribunaux d'arrondissement communaux, qui sont compétents pour statuer sur la garde des enfants. Donc moi, j'invite en tout cas les justiciables à avoir le réflexe, lorsqu'il y a une rupture du lien conjugal, donc au sein d'un couple, s'il y a des enfants, moi j'invite en tout cas les justiciables à avoir les réflexes d'aller systématiquement vers le juge chargé des affaires civiles et coutumières, donc pour le cas d'Iniamey, le président des TAC, et pour d'abord qu'il constate la répudiation, si c'est une répudiation. Ensuite, s'il y a des enfants qui sont issus du couple, qu'il prend une ordonnance pour statuer sur la garde des enfants. Mais dans la pratique, les gens viennent ici chez nous, c'est quand le problème se pose. C'est-à-dire, le plus souvent, c'est 1 an, 2 ans après la rupture du lien conjugal, et la dame va venir se présenter à ton cabinet pour te dire que bon, son mari l'a répudié à 2 ans de cela, mais il refuse de lui permettre de voir ses enfants. Alors que si elle l'avait fait en amont, le problème n'allait pas se poser, il y aurait une décision de justice. Parce que s'il y a une ordonnance qui s'agit sur la garde et que l'un des époux fait obstruction à cette décision-là, il peut, comment on appelle ça, faire l'objet de poursuites pénales. Parce qu'il y a c'est une infraction qui est prévue par le code pénal. Bon, il n'y a pas de période. Il n'y a pas de période. En fait, c'est vrai dans, comment on appelle ça, en matière coutumière, de notre coutume, puisque la coutume germain islamisée ou rossa islamisée, les gens disent que, par exemple, lorsque l'enfant n'a pas atteint l'âge de 7 ans, il reste avec sa mère. Au-delà de 7 ans, et donc le père peut demander à chercher à avoir la garde d'enfant. En fait, ça, ce sont nos coutumes. Mais vous savez, le Niger aussi a ratifié un certain nombre d'instruments juridiques internationaux, notamment la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. Cette convention, elle a posé dans un de ses articles une disposition, un principe extrêmement important, c'est celui de l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est-à-dire, même si, qu'est-ce que ce principe-là veut dire? Ce principe-là voudrait tout simplement dire que lorsqu'il y a une décision à prendre, que ce soit devant les autorités judiciaires ou administratives, la considération primordiale qu'il faut prendre en considération, c'est l'intérêt de l'enfant. Dans toute décision, il faut mettre en avant l'intérêt supérieur de l'enfant. Ça veut dire quoi concrètement? Lorsque, par exemple, même un enfant qui a âgé, par exemple, de 10 ans, on suppose que normalement, il doit être, par exemple, si c'est un enfant de sexe féminin, qu'il doit être avec sa mère. Mais si, par exemple, il se trouve que la mère, c'est une femme qui est de mœurs légères, ou c'est une prostituée, par exemple, là, l'intérêt supérieur de l'enfant peut commander, à la suite d'une enquête sociale, bien évidemment, peut amener les juges à prendre une décision pour confier, comment on appelle ça, l'enfant au père et non à la mère. Donc, il n'y a pas, comment on appelle ça, un âge où on dit qu'avant lequel l'enfant doit être avec sa mère et après tel âge, il doit être avec le père. Non, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant tel que la Convention internationale des droits de l'enfant l'a prévu. Et le même principe a été reconduit par la loi 2014 et 72 du 20 novembre 2014 sur les juridictions des mineurs. Donc vraiment, en la matière, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant qui prime. Il y a une infraction qui est prévue dans le code pénal qu'on appelle la non-représentation d'un enfant, et qui est prévue par le code pénal. Par exemple, lorsque le juge, à travers son ordonnance, décide par exemple de confier la garde de l'enfant à un des parents et que l'autre refuse de le représenter, c'est une infraction qui est prévue par la loi. Ça, c'est un premier aspect par rapport à ça. Maintenant, il y a une autre infraction aussi, surtout qu'on peut, comment on appelle ça, coller à la personne, c'est la résistance à l'exécution d'une décision de justice. Donc, il y a vraiment des infractions qui sont prévues par le code pénal et par rapport à ça. De plus en plus,
Et on est en tout cas un peu envahi par des femmes qui viennent, donc les femmes répudiées, et qui viennent pour des questions de garde d'enfants. Donc à chaque fois, moi, je les oriente donc, en fonction donc, du lieu du domicile du conjoint, donc de l'ex-conjoint. J'essaie de les orienter au niveau des juridictions compétentes, au niveau des TAC, du tribunal d'arrondissement communal compétent, quoi, pour qu'ils puissent gérer ça. Parce que les gens n'ont pas compris jusqu'à présent, peut-être c'est un problème de manque de vulgarisation de la juridiction des mineurs, qui fait que, bon, dès qu'il y a une question qui concerne la garde d'enfants, automatiquement les gens pensent que c'est le juge des mineurs qui est compétent. S'il n'y a pas de danger, si c'est juste une question de garde d'enfants et que les deux parents se disputent, donc là, c'est le juge chargé des affaires civiles et coutumières. Donc pour les cas d'Inamé, le président des tribunaux d'arrondissement communaux, et ce sont eux qui sont compétents pour statuer sur cette question de garde d'enfants. C'est une décision qui est susceptible de voir des recours. Mais la particularité de la décision sur la question, et comment on appelle ça, des pensions alimentaires et des gardes d'enfants, c'est une décision qui est exécutoire par provision, c'est-à-dire, nonobstant une voie de recours, nonobstant l'appel, c'est une décision qui est exécutoire par provision. Donc elle bénéficie de ce qu'on appelle l'exécution provisoire. Même si l'une des parties fait appel, donc c'est une décision qui est exécutoire pour provision, c'est-à-dire qui bénéficie de l'exécution provisoire. Parce que les questions alimentaires, les pensions alimentaires quand même, c'est des questions en tout cas qui sont très vitales. Ça ne doit pas souffrir quand même comment on appelle ça, des voies de recours, quoi. Ça ne doit pas être bloqué, donc leur exécution du fait que, par exemple, le mari a interjeté appel parce qu'il estime que la pension alimentaire est exorbitante, par exemple.